Bonjour à tous, c'est avec plaisir qu'on est de nouveau avec Geoffrey Moiroux, donc je vous rappelle Bonjour. qu'il est écologue à l'Université d'Avignon. C'est ça. Il nous a déjà fait deux vidéos, il a participé à deux vidéos sur les évolutions de la biodiversité, hein, des constats, des causes, et on a, si je me rappelle bien, déjà vu un certain nombre de causes, tu peux peut-être nous les rappeler. Oui, alors on attribue l'érosion de la biodiversité actuelle à 5 causes majeures, qui sont toutes liées bien évidemment aux activités humaines. La surexploitation de la biodiversité, on avait par exemple parlé de la surpêche, la modification des habitats, qui aujourd'hui est considérée comme la première cause de disparition des espèces, les pollutions sous toutes leurs formes, et également les espèces exotiques envahissantes, qui vont pouvoir amener à la disparition de certaines espèces. Et la cinquième, les changements Les climatiques. changements climatiques sur laquelle on n'avait pas eu le temps de s'arrêter. Et Exactement. donc, c'est l'objet de notre discussion d'aujourd'hui. Tout à fait, exactement. OK. Et tu as souhaité repartir sur la question peut-être qui fâche le plus. Est-ce que le changement climatique peut amener carrément des espèces à disparaître, hein? Est-ce que ça a déjà été le cas et est-ce que ça sera le cas? Alors, ce sera le cas, oui, ça on en est certain, on va le voir à travers d'autres diaporamas. Sur le constat actuel de disparition des espèces, c'est pas toujours si évident que ça. Il y a beaucoup d'espèces pour lesquelles, au final, le réchauffement climatique est une cause, mais parmi d'autres. Hmm. Beaucoup d'espèces d'amphibiens, on avait parlé l'autre fois du crapaud doré du Costa Rica, a disparu en raison à la fois du réchauffement C'est vrai. climatique, mais aussi d'un pathogène, un champignon, Chytridiomycète, qui est en train d'envahir toutes les populations d'amphibiens. Et donc il y a beaucoup d'espèces d'amphibiens qui ont disparu, c'est à la fois en raison du réchauffement climatique et de ce champignon. Maintenant, vraiment, le changement climatique, pardon, on reviendra plutôt sur le réchauffement tout à l'heure, il y a effectivement des changements dans notamment les régimes hydriques qui vont pouvoir amener à certaines extinctions. Alors, il y a plusieurs espèces de mollusques qu'on pensait disparues, notamment dans l'océan Indien, parce qu'il y a eu des périodes de sécheresse très très prolongées sur plusieurs années. Ces mollusques, on ne les retrouvait pas, et au final, quand il y a eu des pluies quelques années après, on a réussi à retrouver des spécimens. Donc des espèces qui avaient été déclarées éteintes, qui au final ne le sont pas. Par contre, il y a une espèce pour laquelle on sait qu'elle a disparu, c'est lié au changement climatique, pardon, c'est ce rongeur, Melomys rubicola. C'est une espèce de rongeur qui avait l'aire de répartition la plus isolée du monde et la plus petite du monde. Il vit en fait sur une langue de sable qui fait à peu près 5 hectares du côté de l'Australie, et lui-même il occupe qu'une toute petite partie qui fait 2 hectares. Et en raison de l'élévation du niveau de la mer avec le réchauffement climatique, et en raison de périodes d'inondation liées à des cyclones, cette espèce elle s'est éteinte, et là c'est vraiment attribuable au changement climatique. Ok, donc c'est pas toujours facile de faire de l'attribution simplement au changement Non, climatique, même si on retrouve en gros ces empreintes digitales en gros sur la scène de tout à crime. fait, ouais, exactement. Ok. Et c'est lié souvent à des questions de régime hydrique, hein, Ouais, c'est ça, tout à fait. changement et surtout précipitation et eau, disponibilité en eau. Exactement, ouais. Et ça s'arrête pas que à l'espèce, puisque ces changements dans les régimes hydriques peuvent amener des changements dans les biomes que l'on va Dans les retrouver, bio. dans les macro-écosystèmes. Un exemple ici, une très jolie publi qui est sortie en 2024, dans laquelle les chercheurs ont regardé comment les changements dans les quantités de précipitations dans le bassin amazonien pouvaient amener au passage d'une forêt amazonienne à de la savane. Voilà, puisqu'on retrouve aussi des savanes dans les régions un peu plus sèches. Et ce qu'on s'est aperçu, c'est que, donc là ici vous avez les simulations qui étaient opérées, avec ici les proportions de forêt en rouge qui pourraient basculer d'une forêt à une savane. Et donc d'ici à 2050, les chercheurs ont estimé que 10% de la forêt amazonienne devrait passer en savane, ça c'est le scénario à peu près certain, et on montrait même jusqu'à quasiment 50% de la forêt amazonienne qui pourrait basculer en savane. D'accord. Donc vraiment des changements totaux, simplement du fait qu'on a une limite seuil qui est à peu près de 1000 mm par an. Si on est en dessous, on va retrouver de la savane. Si on est au-dessus de 1800 mm par an, on est sur de la forêt. Et entre les deux, on a quelque chose qui peut être un peu intermédiaire. Voilà. Oui, donc du coup là c'est un exemple de point de bascule, hein, de tipping point, où on a deux états possibles avec un seuil, hein, au-delà duquel on bascule, enfin peut-être pas Exactement. irrémédiablement, mais on bascule dans un autre état. Tout à Alors, fait. et en plus, si j'ai bien compris, hein, ces savanes dérivées qui viennent de la disparition des forêts amazoniennes, dans certains cas, elles sont beaucoup moins riches en Mhm. biodiversité.
que les savanes au sens plein classiques qu'on a, qui sont traditionnelles, dans lesquelles on a un système herbacé qui est très riche. Et là, il semblerait que malheureusement la dégradation des forêts tropicales en savane, soit en savane dérivée ou en système herbacé, représente une grosse perte de biodive en fait. En règle générale, oui, tout à fait. Ouais. Même si on peut retrouver de la biodiversité assez élevée dans des systèmes très ouverts comme on va retrouver au Brésil, hein. Oui, oui. Mais effectivement, par rapport aux forêts amazoniennes, on irait vers des pertes en termes de nombre d'espèces. Oui, tout à fait. Alors du coup, là, c'est vraiment un sujet qui fait beaucoup parler parce que la COP 30 va se tenir au Brésil. Et le Brésil, bah, c'est ce poumon vert, hein, quand même. Enfin, la forêt amazonienne, le Brésil a une énorme quantité de la forêt amazonienne. Et du coup, c'est un enjeu majeur sur ces questions. Et effectivement, la déforestation qui est d'origine humaine, donc qui n'est pas simplement liée au changement climatique, bah, elle a aussi un impact sur ces systèmes et elle contribue à ces points de bascule. C'est ça. La déforestation va se rajouter à ça, mais là, on est vraiment sur une projection qui est dissociée de la déforestation, qui est vraiment uniquement liée au changement dans le régime de précipitation. D'accord. Du coup, parce que moi, j'avais vu des cartes de risque, mais qui étaient multifactorielles, et celle-là, c'est vraiment lié au changement climatique. Tout à fait, oui. D'accord, ok, nickel. Il y a d'autres, du coup, biomes, je suppose, qui sont touchés par ce risque d'extinction. Là, c'est un exemple qui ne va pas être lié directement aux précipitations, mais plutôt à l'augmentation de la fréquence des cyclones et de leur intensité. Et le biome probablement le plus concerné, c'est les récifs coralliens, qu'on va retrouver essentiellement dans les régions tropicales, différents océans du monde. Et là, je vous ai trouvé par exemple une photo de la Grande Barrière de Corail en Australie, avant et après le passage du cyclone Ita en 2014. Donc on voit qu'avant, on a une très forte richesse en coraux, et une fois que le cyclone est passé, il n'y a plus rien. En fait, le récif corallien, il est mécaniquement fragile, en fait. Tout à fait, exactement. Si vraiment on lui met des trop grosses vagues... Les coraux vont pas être capables de supporter, et il faut savoir que les récifs coralliens, vous avez une photo ici d'un récif corallien en bonne santé, les coraux, c'est ce qu'on appelle des organismes ingénieurs, qui, par simplement leur présence, vont constituer des zones refuges pour les poissons, pour les tortues, etc. Donc c'est des milieux avec une très très grande diversité. Mais dès que vous perdez les coraux, eh bien vous perdez tout cet écosystème-là. D'autant que, il me semble avoir entendu dire que les eaux tropicales sont souvent peu riches en nutriments. C'est pour ça que c'est ça qui fait qu'elles sont si belles et si bleues et qu'on a envie de prendre l'avion pour aller s'y baigner. Mais que du coup, elles sont pas spontanément, quand il n'y a pas de récif corallien, elles sont pauvres en fait. Et du coup, quand ils disparaissent, vraiment, il y a une énorme perte de biodiversité. Donc il n'y a pas que les cyclones qui ont un impact sur les coraux, il y a aussi directement les températures, il me semble. Tout à fait, ouais. Les élévations de température qui ont des conséquences en fait très marquées sur les coraux. Il faut savoir que les coraux vivent en symbiose avec des algues qu'on appelle les zooxanthelles. Donc chacun va apporter en fait des éléments à l'autre. Et alors les coraux peuvent survivre quelque temps sans les zooxanthelles, mais ils sont beaucoup plus fragiles sans eux. Ils sont moins capables de faire face à des pathogènes, ils sont moins capables de prélever des nutriments, leur reproduction va être très affectée. Et ce qu'on observe, c'est qu'avec l'élévation des températures, les zooxanthelles vont produire en fait des composés qui deviennent toxiques pour les coraux. Et donc les coraux vont évacuer les zooxanthelles pour se protéger. Mais ça a des conséquences sur leur survie, sur leur reproduction. Et actuellement, on assiste à ce qu'on appelle en anglais du coral bleaching, donc du blanchiment de coraux, où les coraux qui normalement sont très colorés, cette coloration elle leur vient des zooxanthelles, ils évacuent les zooxanthelles, donc ils deviennent blancs, et une fois qu'ils deviennent blancs, en règle générale, ils vont avoir beaucoup de mal à survivre par la suite. Ils peuvent dépérir. Exactement. Ah, ouais. Et c'est ce qu'on observe actuellement, on a des récifs entiers qui sont devenus blancs et qui dépérissent de par cette élévation de température, qui parfois n'est pas très très importante. On a vu que des fois, des variations une augmentation de la température moyenne de moins de 1 degré pouvait suffire à briser cette symbiose qui existe entre le corail et ses zooxanthelles. Oui. Donc en fait, s'il y a des vagues de chaleur à un moment donné qui sont de plus de 1,5 degré ou quelque chose comme ça, on peut avoir dissociation et dépérissement à terme. Exactement. Si jamais ça ne redescend pas assez vite. Tout à fait. Avec tout l'écosystème qui va avec, les poissons, les tortues, etc. Oui, continuez. Et du coup, il y a beaucoup de projections qui ont été faites. On s'accorde à dire qu'il y a au moins 40% des espèces de coraux qui sont menacées d'extinction d'ici 2050, mais on est vraisemblablement au-delà de ça. Voilà, avec bien évidemment des récifs qui vont disparaître. Alors on pense bien sûr à toute la biodiversité qui en dépend, mais il y a également énormément de tourisme mondial qui dépend de ça, notamment des régions du monde pour qui c'est une force économique majeure, qui vont perdre cet atout-là de par la disparition des récifs coralliens. Donc on a des espèces
hein, qui sont menacés d'extinction par le changement climatique Tout à fait. et les événements climatiques extrêmes. Mais il y a aussi des populations, c'est ça, qui peuvent être menacées, peut-être pas les espèces, mais les populations. Exactement. Alors, il y a des populations même qui se sont éteintes. Ouais. Alors, je vous ai pris un exemple type, c'est ce papillon, un très beau papillon, l'Apollon, qui est plutôt un papillon qu'on retrouve en France, hein, qui vit dans les montagnes françaises. Et il faut savoir que dans les années 80, on a plusieurs populations de cet Apollon qui ont disparu dans le Massif central. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu des hivers très doux. Donc les papillons ont pu sortir de leur diapause, c'est une phase de repos chez les insectes hivernales. Ils sont sortis très précocement. Derrière, les températures ont chuté, sont redevenues en fait normales, mais elles ont chuté par rapport à cet hiver qui avait été très doux. Et les papillons sont morts et les populations comme ça se sont éteintes. Éteintes, Et carrément. complètement. Tout à fait. Simplement parce qu'ils étaient sortis trop tôt. Trop tôt et parce qu'il y a eu des vagues de froid. Exactement. Alors l'espèce s'est maintenue, mais il y a des endroits où elle n'est plus présente en France à cause de ça. D'accord, il ne peut pas y avoir recolonisation, enfin, il faudrait... On peut pas les ramener... Alors on pourrait éventuellement artificiellement le faire. Maintenant, après, très souvent, ça se croise aussi avec des perturbations d'habitat, etc. Alors, il faut s'assurer que si on les remet à tel endroit, on peut le refaire. Oui, c'est délicat, effectivement, bien sûr, c'est délicat. C'est surtout aussi peut-être les régimes hydriques, les précipitations qui peuvent avoir une influence sur les populations. Ouais. Hein, la sécheresse, ça a l'air d'être un truc majeur. Ouais, exactement. La sécheresse, ça a des conséquences très néfastes. Alors, on l'a dit tout à l'heure sur des mollusques, des escargots, sur des insectes. Vous avez peut-être vu cette photo qui date de quelques années maintenant au Kenya, où il y avait une grosse sécheresse en 2021 et il y a eu des photos assez terribles de groupes familiaux de girafes qui étaient morts de faim et de soif, tout simplement parce qu'il n'y avait plus rien à manger ni à boire. Alors, ça affecte les possibilités de trouver à boire, mais ça affecte aussi le changement climatique, les possibilités de trouver de la nourriture. L'exemple type, c'est bien évidemment celui des ours polaires. Les ours polaires, ce sont des animaux qui vont chasser essentiellement des phoques, des animaux avec beaucoup de gras. Ils ont besoin d'en manger beaucoup, notamment pour passer l'hiver. L'hiver en Arctique, il fait extrêmement froid. Et avec le réchauffement climatique, la période durant laquelle les glaces vont être présentes va se réduire, ce qui fait que les ours polaires ont beaucoup plus de difficultés à trouver des phoques, qui normalement vivent sur la banquise. Et en plus d'avoir cette difficulté à trouver des phoques, ils doivent parcourir des distances beaucoup plus longues pour aller d'un point de glace à un autre. Et donc, on a des ours polaires qui meurent de faim, littéralement. Il y a des photos, je pense que vous en avez vu, d'ours polaires totalement faméliques. Ouais. Et aussi, autre problème, c'est que maintenant, ils vont là où il y a à manger, c'est-à-dire on les retrouve dans les villages parce qu'il n'y a plus rien à manger, donc ils vont dans les déchetteries pour essayer de trouver à manger. Donc ça donne des photos assez terribles comme celle-ci. Et c'est quand même des animaux dangereux. Alors. Et c'est des animaux extrêmement dangereux, bien évidemment, qui sont responsables de plusieurs morts chaque année. Ouais. Alors c'est vrai qu'ils sont très mignons, hein, c'est très beaux animaux, mais il ne faut pas les fréquenter de trop près, quoi. Non, c'est certain. Visiblement, quoi. Et alors, on avait dit la dernière fois que une des raisons pour lesquelles les populations pouvaient décliner ou s'éteindre, c'était pas que les individus adultes mouraient, mais c'est surtout qu'on avait du mal soit à se reproduire, soit à avoir une descendance viable quand elle est jeune. Et c'est probablement un peu ce qui se passe là, ici, c'est ça que Oui, tout à fait. Alors cet exemple, c'est un exemple qui nous vient de France, en fait, on pourrait ne pas le penser, mais de nos terres australes françaises, avec ce très joli oiseau qui est le manchot Adélie. Alors, sur nos terres, on a une colonie qui, dans les années 2010, comptait plus de 20 000 couples, d'accord, avec des reproductions qui étaient tout à fait correctes pour maintenir la population, voire même augmenter celle-ci. Et ce que les chercheurs ont pu observer, c'est qu'en 2014, sur les 20 000 couples que comptait la colonie, il y a 0 poussin qui ont survécu cette année-là. Et en 2017, 18 000 couples, 2 poussins seulement qui ont survécu. Donc en 3 ans, des populations qui n'ont produit quasiment aucun descendant. Pour quelle raison? C'était pour quelle raison? Alors, il y a une conséquence, il y a deux raisons principales. En fait, ce qui s'est passé, c'est ce qui est représenté par la fiche ici. Il y a eu en fait un glacier à proximité qui s'appelle le glacier Mertz, qui avec le réchauffement climatique s'est détaché et par ses mouvements est venu en fait modifier la topographie de ce site. Normalement, donc la colonie de manchots vivait à proximité de la mer. Donc, quand les parents vont chercher à manger pour nourrir le petit, ils y vont à tour de rôle, il y avait une distance assez faible à parcourir. Le problème, c'est que de la glace est venue se rajouter entre la colonie et la mer, et les manchots devaient parcourir des distances beaucoup plus importantes pour aller chercher à manger. Et le temps qu'ils aillent chercher à manger et qu'ils reviennent, le petit était soit mort de faim, soit mort de froid. Alors, étrangement, en fait, dans ces zones-là, quand il fait plus chaud,
On a des animaux qui peuvent mourir de froid, tout simplement parce que plutôt que d'avoir de la neige, on a de la pluie qui tombe, et leurs plumes, notamment les duvets des bébés, sont tout à fait adaptés à de la neige qui va glisser sur leurs plumes, mais par contre l'eau va s'infiltrer et va les faire mourir de froid. Waouh! Quantité d'effets donc, qui ne nous viennent pas à l'esprit, voilà, et qui se matérialisent et qui ont des effets vraiment délétères sur les populations du coup. Tout à fait. Et alors, quand même, elles ne sont pas complètement démunies. Elles peuvent essayer, quand ça ne va plus à tel endroit, d'aller ailleurs. Donc, oui, une des réponses qu'on constate très régulièrement, c'est effectivement, si la température à tel endroit ne te convient plus, eh ben, décale-toi pour aller là où la température est favorable. Ouais. Ça, c'est quelque chose qu'on observe effectivement de façon très commune. Il y a beaucoup d'études qui ont été réalisées, des méta-analyses. Alors ça, c'est une méta-analyse qui a beaucoup été reprise dans les travaux en écologie. C'est un travail qui a été fait sur les différents groupes animaux, mais également plantes, où ils ont renseigné l'aire de répartition des espèces au fil des décennies avec le réchauffement climatique. Et ce qui a pu être observé, c'est qu'on a eu un déplacement vers le nord, pour l'hémisphère nord évidemment, d'à peu près 17 km par décennie au cours du XXe siècle, justement pour coller avec l'enveloppe thermique qui leur est favorable. Voilà. Et on a eu une élévation d'à peu près 11 mètres par décennie, donc quelque chose qui par contre là est beaucoup plus lent que ce que ne suggérait le réchauffement climatique, tout simplement parce que les montagnes, à un moment, on ne peut pas monter plus haut que ce qu'on est. D'accord, ok. Voilà. Donc, redis-nous qui c'est qui faisait ces 17 km là? Alors, ça, c'est une moyenne pour différents groupes qui vont inclure à la fois des insectes, c'est une moyenne. C'est une moyenne, tout à fait. C'est vraiment une méta-analyse qui a repris tous ces travaux-là. Alors, évidemment que pour certaines espèces comme les arbres, cette moyenne, elle va être beaucoup plus faible. Voilà. Mais on a pu constater que les arbres vont avoir également leur aire de répartition qui va également se décaler soit en altitude, soit vers le nord avec le réchauffement climatique. Le problème, bien évidemment, c'est que parfois, les capacités de déplacement sont inférieures à la vitesse à laquelle le réchauffement climatique opère, ce qui fait que certaines populations ou espèces vont se retrouver en dehors de leurs fenêtres et vont finir par disparaître. Oui, c'est un peu une course, c'est-à-dire qu'eux, ils peuvent se déplacer, mais si les conditions invivables se déplacent encore plus vite, en fait, ils peuvent pas suivre, enfin, ils peuvent pas s'échapper. Exactement. Et du coup, oui. Et il faut également prendre en compte qu'il faut que la source de nourriture pour les espèces qui se déplace avec eux. Pour certaines espèces généralistes qui sont capables de tout manger, c'est pas un problème. Mais certaines espèces qui dépendent, par exemple, un insecte qui dépendrait d'une espèce de plante, si l'espèce de plante ne dépasse pas suffisamment vite, l'insecte sera lui aussi condamné. Bon, notons d'ailleurs en passant que c'est pas tellement une solution pour l'homme. Il y a des tas d'endroits de la planète qui à terme seront probablement pas vivables. Mais nous, c'est bien gentil, mais la Terre, elle est beaucoup privée. Et puis on a un habitat très dense, donc la possibilité de bouger tout le monde comme ça, ça serait à des coûts monstrueux. Donc, et sans parler des enjeux géopolitiques. Oui, et sans parler des enjeux géopolitiques. Alors ça va pour les insectes, probablement, ils peuvent se promener, mais nous, ne nous disons pas, oui, c'est bon, on va se déménager vers le nord, ça, c'est pas une option à terme, quoi. Là, des poissons, ils sont mobiles quand même, les poissons, eux franchement, on a l'impression qu'ils peuvent vraiment... Est-ce que je me trompe? Oui, effectivement, c'est ce qui se passe. En fait, on observe que les poissons vont se déplacer vers des latitudes plus élevées pour coller avec leurs besoins thermiques. Donc, à la fois, ils peuvent se déplacer en latitude, et par exemple, des poissons qui autrefois étaient typiques de la Méditerranée, maintenant se retrouvent dans le nord de la France ou jusqu'en Angleterre, ce qui fait que ça a des conséquences aussi pour tout ce qui est l'industrie de la poissonnerie. On a des nouvelles espèces de poissons qui arrivent sur les étals qui n'étaient pas présents avant. Et les poissons, ils peuvent aussi tout simplement aller plus en profondeur. Donc c'est ce qu'on observe sur certaines espèces. Ici, par exemple, sur la morue, où la morue vit maintenant plus en profondeur pour avoir des températures qui lui sont favorables. Est-ce que ces espèces de déplacements, pour nous, c'est neutre, ou est-ce qu'on doit s'en réjouir, ou est-ce que... Et il y a parfois aussi des conséquences qui nous concernent directement. Ah oui, tout à fait. Des conséquences notamment agricoles ou sanitaires. L'exemple type, c'est bien évidemment le moustique tigre, qui n'était pas présent il y a quelques décennies sur une bonne partie de la France, qui aujourd'hui maintenant est présent sur tout le territoire français ou presque. Et on projette que d'ici 2050, il sera présent sur une majorité de l'Europe. Et ça, c'est directement imputable au réchauffement climatique. Et donc, outre les désagréments des piqûres de moustique tigre, il y a bien évidemment les pathogènes qui vont être transmis par cette espèce. Avant, on avait des cas de dengue, de chikungunya qui étaient simplement des cas qui étaient ramenés, par exemple, de la Réunion. Mais aujourd'hui, on a des cas autochtones, de par notamment ce réchauffement climatique. Voilà. Donc, il y a le moustique tigre. Autre exemple, c'est la chenille processionnaire du pin.
qui peut générer des allergies très très fortes chez certaines personnes. Et même chose, cette chenille processionnaire qui était vraiment du bassin méditerranéen, elle est en train de s'étendre. Maintenant, on la retrouve au-delà de Paris, en partie en raison du réchauffement climatique. Oui, et elle fragilise les forêts. Tout à fait, ouais, exactement. C'est pas que sur nous qu'elle a des conséquences. Lorsqu'elle prolifère, c'est quand même un peu problématique, pas simplement sur nous. Donc, des espèces, des populations, et puis on avait, tu nous as parlé de communautés lorsque tu nous as parlé de biodiversité, et c'était donc toutes ces espèces qui interagissaient dans un même milieu, et là aussi le changement climatique, il impacte les communautés, c'est ça ? Alors les communautés, il y a les interactions, en effet, on va revenir là-dessus, mais il y a aussi tout simplement le nombre d'espèces qu'on va retrouver au sein d'une communauté. Et effectivement, le réchauffement climatique, il va jouer sur ce nombre d'espèces dans les communautés, mais il peut jouer de façon différente selon les endroits du monde. Alors, il y a ici une étude pour illustrer ça qui a été réalisée sur les plantes vasculaires de montagne à l'échelle de l'Eurasie, où donc des chercheurs ont regardé quelle était la quantité d'espèces dans ces communautés de plantes de montagne selon les différents endroits de l'Europe et en partie de l'Asie. Et ce qu'ils ont pu observer, c'est qu'on avait en règle générale une augmentation du nombre d'espèces en montagne. Et ça, c'était notamment vrai pour les latitudes moyennes et plus élevées. Tout simplement, les conditions thermiques deviennent plus favorables, la période devient également plus longue, ça permet à plus d'espèces de survivre. Maintenant, il peut y avoir de la compétition qui pourra se mettre en place. Par contre, ce qu'ils ont pu observer, c'est que dans les régions méditerranéennes, on avait au contraire soit un déclin de la biodiversité, donc un déclin du nombre d'espèces, soit quelque chose qui ne bougeait pas beaucoup, mais par contre une disparition des espèces endémiques. Donc on peut éventuellement gagner en certain nombre d'espèces, mais par contre des espèces endémiques qui étaient déjà à leur limite ne vont pas être capables de survivre et vont finir par disparaître. D'accord, donc c'est contrasté déjà selon les endroits. Tout à fait. Il y en a qui gagnent en biodiversité, d'autres qui perdent. Et quand même, même quand on gagne en biodiversité, il peut y avoir des pertes. Il peut y avoir des pertes, c'est un gain global, mais avec des pertes. Et qui peuvent être très néfastes en termes de biodiversité quand c'est des espèces endémiques qu'on ne retrouve qu'à un endroit donné. Voilà. C'est là où c'est le plus difficile. Ok. Du coup, les écosystèmes, c'est des équilibres fragiles, parce que ça dépend à la fois du milieu et de toutes les espèces qui y interagissent. Et je suppose que cet équilibre fragile, il peut être aussi perturbé par le changement climatique, parfois avec des chaînes de causalité qui peuvent être un peu complexes. Oui, tout à fait. Alors, on reste toujours sur cette notion de changement dans la distribution des espèces avec le réchauffement climatique, mais cette fois-ci à des échelles beaucoup plus petites. C'est un travail qui a été réalisé par des chercheurs américains qui travaillent sur un système prairial, donc avec des prairies comme on peut se les représenter, dans lesquels on va retrouver notamment des criquets qui vont manger les herbes, des araignées qui, elles, vont manger les criquets. Et ils ont pu observer au fil du temps, mais également expérimentalement, en augmentant la température de 2 degrés, qu'on observait une augmentation du temps passé par les criquets à se nourrir quand on augmente la température. Comment est-ce qu'on explique ça ? Eh bien tout simplement, quand il fait plus chaud, les araignées qui normalement s'attaquent aux criquets ont trop chaud et vont devoir se réfugier dans les feuillages bas de la plante, alors que les criquets ils supportent très très bien la chaleur. Ce qui fait que les criquets n'ont plus cette crainte d'être mangés par les araignées, peuvent passer beaucoup plus de temps à manger les herbes, et on observe une diminution de la biomasse produite par ces prairies, en raison de tout simplement ce petit changement-là qui s'opère. On a un déséquilibre criquet-araignée en quelque sorte qui nuit aux plantes. Exactement. Et en plus de ça, cette araignée qui normalement vivait au sommet des feuilles dans la canopée, va donc se retrouver plus bas, et à ce moment-là, elle va se retrouver en interaction avec une autre espèce d'araignée, qui normalement vivait sa vie, elle toute seule, dans le bas de la végétation. Et ce qu'on a pu observer, c'est que donc, ces deux espèces qui normalement ne se côtoyaient pas, elles se retrouvent en situation où l'araignée qui est descendue s'est mise à attaquer et à manger l'araignée qui vivait en dessous, puisqu'il n'y avait plus les criquets à disponibilité. Donc on voit qu'on a tout modifié, à la fois donc, ces plantes qui sont davantage consommées par les criquets, et une araignée qui normalement se portait bien, qui commence à disparaître, en tout cas à avoir ses effectifs réduits, parce qu'elle est confrontée à une nouvelle espèce d'araignée qui débarque. Donc c'est vraiment des effets d'étagement, on n'imagine pas, mais à en fait ça se joue sur des dizaines de centimètres, cet étagement, cet équilibre il tient à des dizaines de centimètres, c'est ça. Et on descend un peu et ça perturbe. Et ça perturbe tout ça pour 2 degrés. Mais je suppose quand même que ces déplacements, ces modifications, ça doit permettre aussi des rencontres qui parfois peuvent être plutôt positives. C'est bien peut-être aussi les rencontres. Alors ça peut favoriser des rencontres positives, ça je laisse chacun
qu'à juger, je ne sais pas. Mais effectivement, l'exemple type, c'est ce qui se passe en Amérique du Nord, Canada, États-Unis, Alaska surtout, où on a parlé tout à l'heure de l'ours polaire qui doit parcourir des distances plus importantes pour trouver de la nourriture et qui maintenant rentre beaucoup plus dans les terres, puisqu'il n'y a plus de banquise pour accéder aux phoques. Et donc son aire de répartition s'étend un petit peu vers le sud parce qu'il est obligé d'aller chercher à manger dans les terres. A l'inverse, le grizzly, donc l'ours brun, qui vit aux États-Unis et au Canada, lui, grâce au réchauffement climatique, il a son aire de répartition qui monte vers le nord, tout simplement parce que les conditions sont favorables. Et ces deux espèces qui normalement ne se côtoyaient pas géographiquement, maintenant se côtoient. Et en plus, avec la diminution des effectifs d'ours polaires, on a donc deux espèces qui se côtoient de plus en plus et qui commencent à s'accoupler entre elles. Et on observe de plus en plus l'hybride, qui est ce que vous avez ici, qu'on appelle le gros lard en français. On l'appelle aussi le pisli, plutôt en anglais, mais qui est vraiment l'hybride entre ces deux espèces-là. Il est fertile, lui? Il est fertile, il est capable de se reproduire tout à fait. Parce que ces deux espèces, en fait, étaient simplement séparées géographiquement, mais c'est assez récent, et dans l'histoire récente, il y a eu déjà des périodes d'hybridation entre ces espèces-là. Donc on a finalement des hybridations d'espèces à cause du changement climatique, in fine. Mais il n'y a pas que le déplacement qui peut, je suppose, favoriser l'adaptation. Là, tu nous as parlé de phénologie. Alors la phénologie, c'est l'étude en fait de la périodicité, de la saisonnalité en fait de biologique la vie des espèces. Biologique des espèces. D'accord. Tout à fait. Et donc là, oui. Alors du coup, tu nous en as parlé déjà un peu sur l'histoire du papillon, et il y a des décalages qui peuvent s'effectuer à cause du changement climatique, des changements dans la phénologie. En effet, on peut se déplacer spatialement, mais on peut aussi se déplacer temporellement. Ah oui. Et ça, c'est particulièrement vrai pour les espèces qu'on appelle ectothermes, dont la température interne varie directement avec la température externe, c'est-à-dire toutes les espèces, sauf les oiseaux et les mammifères, à peu de choses près. Et ce qu'on observe, c'est qu'effectivement, ils vont avoir une biologie, un cycle qui va coller vraiment aux températures. Et donc, s'il fait plus chaud plus tôt, et bien tout simplement, on va avoir le cycle qui va démarrer plus tôt dans l'année. Oui. Alors, il y a plusieurs études qui ont été réalisées. Ici, je vous ai mis un graphique sur deux espèces de papillons, où on voit que la date de première observation des papillons, elle a avancé au fil des décennies avec le réchauffement climatique. Et ici, les résultats d'une méta-analyse qui a été réalisée dans les années 2000, mais il y a eu beaucoup d'autres méta-analyses depuis, mais celle-ci est un peu importante, sur les 277 espèces étudiées. Donc ça a pris en compte des insectes, des poissons, des plantes, etc. Alors il y en a à peu près un quart qui n'ont pas changé avec le réchauffement climatique, leur phénologie. Par contre, sur les 3 quarts restants, il y en a une très grande majorité, donc ça représente 420 espèces, qui ont avancé leur cycle saisonnier directement en lien avec le réchauffement climatique. Comment on sait tout ça alors comment on observe ces trucs-là, tous ces changements dans la phénologie? Alors, ça a été observé bien évidemment par des scientifiques qui ont suivi certaines populations, certains écosystèmes durant des décennies. Voilà, il y a plein de travaux qui ont été faits. Et à l'heure actuelle, il existe un programme de sciences participatives qui s'appelle l'Observatoire des saisons, qui est mené par différents organismes. Il y a notamment le CNRS, Stella Botanica, l'INRAE, qui sont impliqués dans ce programme-là, où on demande en fait aux citoyens lambda de renseigner la date de première observation, par exemple, de tel papillon, ou la date de floraison de l'amandier, par exemple. Okay. Et donc, on peut renseigner sur cette base de données-là, et tout ça, c'est intégré dans des analyses qui permettent de renseigner, justement, est-ce que le réchauffement climatique est associé à une avancée dans le temps ou pas de la saisonnalité des espèces. Donc, il y a des applis avec son téléphone, on peut dire, exactement. Je l'ai vu, tel truc. Et ici, là, vous avez donc le lien qui vous permet d'accéder à ce site de l'Observatoire des saisons. Donc, ça permet de se promener intelligent en participant à la séance. C'est vrai, tout à fait. Ok, génial. Est-ce que ces décalages là, qui peuvent exister dans le temps, ils peuvent du coup changer, je suppose quand même que c'est une sorte de modification avec des risques associés quand même. C'est pas neutre. Tout à fait. Alors comme on l'a dit tout à l'heure, pour les déplacements spatiaux, il faut que la nourriture, entre guillemets, se déplace de la même façon. Et ben, c'est la même chose temporellement. Si on se déplace dans le temps trop ou pas suffisamment par rapport à sa source de nourriture, on peut effectivement avoir un décalage qui va amener à une diminution dans les effectifs des populations. Alors, il y a des fois, le cycle est très calé, et donc les deux espèces vont bouger de la même façon. Ils coévoluent. Exactement. Alors, un exemple ici avec un travail qui a été réalisé dans le nord de l'Europe, où a été regardé donc, sur une espèce de papillon
et sur une espèce de chaîne le décalage dans le temps. Et on s'est aperçu que la période à laquelle les feuilles vont se développer chez le chêne a été avancée, mais elle a été avancée de la même façon qu'a été avancée la période d'éclosion des chenilles. Ce qui fait que quand les chenilles éclosent, elles trouvent des feuilles à disposition pour se nourrir. Donc là, pas de problème. Là, il n'y a pas de problème. Là, on a ce qu'on appelle un match, donc c'est-à-dire qu'il y a un calage phénologique qui est resté le même parce que la température a affecté les deux espèces de la même façon. Mais c'est pas toujours le cas ou... C'est pas toujours le cas, en effet. Alors, dans la même équipe, ils se sont intéressés au niveau trophique supérieur, qui est la mésange charbonnière. C'est un oiseau qui va se nourrir des chenilles, justement, et surtout qui va dépendre des chenilles pour sa reproduction, puisque les adultes vont aller récupérer des chenilles pour nourrir les bébés qui ont des très gros besoins alimentaires. Ce qui a pu être observé dans les années 2000, c'est que les mésanges ont avancé un peu leur reproduction, mais pas suffisamment. Ce qui fait que quand les petits naissaient, le pic de chenilles, lui, était déjà passé, et il n'y avait plus suffisamment de chenilles pour nourrir les bébés, donc on a eu des taux de mortalité qui ont été relativement élevés. Par contre, quelques années après, les chercheurs ont poursuivi leur expérience, et dans les années 2010, ils se sont aperçus que le cycle de reproduction des mésanges était à nouveau calé sur celui des chenilles. On a donc un potentiel évolutif qui fait que les espèces peuvent s'adapter et coller au cycle phénologique de leur source de nourriture. Oui, donc on a des changements phénologiques concomitants qui permettent finalement un peu à toute la chaîne trophique de changer en même temps. Exactement. Donc il y a des évolutions de la phénologie, mais qui probablement peuvent perturber aussi les relations en fait entre les différentes espèces. Oui, tout à fait, ouais. Alors un exemple type, c'est un exemple qui reprend la même espèce d'oiseau dont on vient de parler, la mésange charbonnière. Et donc il faut savoir qu'en Europe, la mésange charbonnière, elle est résidente, elle va passer l'hiver ici et se reproduire au début du printemps. Et donc elle va occuper des nids, des cavités. Quand elle a fini sa reproduction, à ce moment-là, il y a un migrateur qui arrive, c'est le gomme-mouche que vous avez ici, qui lui va nous venir d'Afrique. Et ce gomme-mouche, en fait, va ensuite pouvoir s'installer dans les nids qui auront été occupés précédemment par les mésanges et faire sa propre reproduction. Et ce qu'on s'est aperçu, c'est qu'il y a quelques années, on a observé des cas en fait de mésanges qui tuaient des gomme-mouches dans les nids. On a cherché à comprendre pourquoi, et il s'avère que les deux espèces ont avancé leur cycle, tous les deux, sauf que la mésange a avancé son cycle de façon moins importante que le gomme-mouche. Le gomme-mouche arrive beaucoup plus tôt que ce qu'il avait l'habitude de faire, et le gomme-mouche arrive avant que les mésanges aient fini leur reproduction. Donc les gomme-mouches vont venir dans les nids en espérant trouver de quoi se reproduire, sauf que les mésanges ne se laissent pas faire, elles sont beaucoup plus agressives, et on a ici un exemple d'une mésange qui a tué un gomme-mouche qui avait voulu s'introduire dans son nid. Donc ça là, c'est vraiment la compétition guerrière, là, pour le coup, pour l'habitat, pour l'espace. D'accord, ok. Alors là, tu nous montres des insectes et des plantes, et là aussi, il y a des problèmes de décalage liés à des changements de phénologie? Oui, tout à fait. Alors c'est un exemple d'orchidée que vous avez ici, Ophrys phegodes, qui est pollinisée en fait par une espèce d'abeille, l'espèce que vous avez ici. Donc il faut savoir qu'elle est l'orchidée est mimétique entre guillemets de la femelle de cette abeille. Donc l'abeille mâle pense trouver une femelle, va tenter un accouplement avec, et en tentant l'accouplement va se charger en pollen, et il pourra transférer comme ça le pollen d'une plante à l'autre. Et ce qu'on s'est aperçu, c'est qu'avec le réchauffement climatique, la date de sortie et de vol des abeilles mâles était beaucoup plus précoce que la date de floraison des orchidées. Ce qui fait que les taux de pollinisation ont baissé très fortement, et on prédit même que le décalage pourrait être amené à l'extinction entre guillemets de certaines populations d'orchidées, tout simplement parce que les abeilles mâles ne seront plus présents pour assurer la pollinisation. Et à l'échelle des biomes, est-ce qu'on a des problèmes similaires liés à des changements de phénologie? Alors tout à fait, oui, on peut avoir des répercussions à des échelles jusqu'au biome. Alors l'exemple type, c'est l'exemple du biome arctique, un biome qui va reposer beaucoup sur la production de ces animaux-là, qui sont des microcrustacés. Donc on va retrouver notamment le krill, le copépode, enfin les copépodes, il y a plusieurs espèces, qui vont être produites via leur reproduction à raison de plusieurs tonnes par an. Et bien évidemment, ces crustacés-là sont à la base de la chaîne alimentaire des poissons qui eux-mêmes vont nourrir les phoques. Les baleines également, bien évidemment, vont se nourrir de ces animaux-là. Et si tu veux bien passer à la diapositive suivante,
Ce qui se passe, c'est que normalement, donc la reproduction de ces crustacés, copépodes et krill, va correspondre à ce qu'on va appeler un bloom de phytoplancton, qui traditionnellement avait lieu en juillet. Donc en fait, ces animaux vont se reproduire durant la période printanière, avril-mai. Quand les œufs éclosent, ils vont donner des larves qu'on appelle des larves nauplies. Et ces larves, en fait, vont éclore au moment où il y avait ce bloom de phytoplancton. Donc il y a beaucoup à manger. On peut avoir une population comme ça qui va exploser très fortement. Le problème, c'est qu'avec le réchauffement climatique, ce bloom de phytoplancton qui était associé à la fonte de la banquise va être avancé à avril-mai, sauf que les crustacés ont avancé leur cycle, mais pas suffisamment. C'est-à-dire que les larves vont être produites au mois de juin, donc trop tard par rapport au bloom de phytoplancton. Du phytoplancton pour Exactement. Et donc à ce moment-là, ce décalage-là fait que tout le biome va être affecté parce que il dépend de ce bloom normalement de zooplancton, de crustacés. Moins de crustacés, du coup, moins de poissons, et du coup moins de poissons, moins de phoques, moins d'ours polaires. Tout le biome est affecté, quoi. Exactement. Ok. Donc en fait tout ça, et en fait il faut bien. Ce qu'on comprend pas, c'est que finalement, les écosystèmes et même les biomes, ils étaient réglés un peu comme du papier à musique, quoi. Tout à fait. Et donc, le moindre changement de tempo génère des conséquences importantes. Exactement. Ok. Après, les espèces, elles peuvent aussi, je suppose, pas simplement se décaler dans le temps, mais même se transformer par... Mais effectivement, on a observé des changements, notamment par exemple dans la taille des individus ectothermes, donc les ectothermes dont je parlais tout à l'heure. Très souvent, ce qu'on observe, c'est que plus la température est élevée, plus les individus sont de petite taille. Ça, on peut le tester expérimentalement très facilement. Et une étude parmi d'autres, ici sur un amphibien, où a été mesurée la taille des individus au fil des décennies, la taille moyenne. Et ce qu'on s'est aperçu, c'est qu'au fil des décennies, avec le réchauffement climatique, on avait une taille moyenne qui devenait de plus en plus petite. Je crois me rappeler que j'avais lu, j'espère pas dire une bêtise, mais je crois qu'au moment de la serre chaude du passage Crétacé-Paléogène, on avait trouvé des équidés et des chevaux qui faisaient 20 cm. Oui, tout à fait. Ouais, les ancêtres des chevaux étaient tout petits. Ouais. C'est dingue. Donc les conditions ne devaient pas être top, puisque il ne devait pas avoir beaucoup d'herbe à manger pour être si petit. Ok, et ça, c'est d'autres évolutions physiologiques plus inquiétantes, c'est ça? Alors, plus inquiétantes, oui. Alors là, on n'est pas tellement sur de l'évolution, mais on est plus sur des contraintes physiologiques. C'est ce qui se passe notamment pour plusieurs espèces animales marines. Alors, notamment le groupe des coraux, le groupe des crustacés de façon générique. Ce sont des animaux donc, qui vont produire une sorte d'exosquelette, alors qui est très différent de notre squelette à nous, mais cet exosquelette, il va être chargé notamment en éléments qui vont être récupérés dans l'eau de mer, notamment en carbonate de calcium. Et le problème, c'est qu'avec le réchauffement climatique, on a également une acidification des océans. Et cette acidification fait que normalement, ces éléments qui sont récupérés dans une eau qui est plutôt alcaline ne peuvent plus l'être. Et on a donc des animaux, effectivement, qui sont plus capables de produire leur exosquelette comme ils devraient le faire normalement. Alors, est-ce que ce ne serait pas des coccolithes? Parce que il me semble qu'on en a parlé, c'est pas ça qui fait les falaises de craie aussi? Tout à fait. D'accord, donc on en avait parlé sur la question du cycle du carbone, donc voilà, j'avais déjà vu ces magnifiques architectures incroyables. Et du coup, ça, c'est menacé par le réchauffement et l'acidification des... Exactement, qui empêche la formation de l'exosquelette. Du coup, nous, on a aussi, je vois que tu nous as écrit pollen apocalypse. Oui. Tu vas nous parler du rhume des foins. Ouais, exactement. Non, oui, effectivement. Alors, la physiologie, la morphologie, la reproduction des espèces sont directement affectées par les changements climatiques, notamment par le réchauffement. Mais il y a également tout simplement l'augmentation de la quantité de CO2 dans l'atmosphère, qui est directement liée à tout cela, qui peut affecter également la biologie des espèces. Et notamment, on s'est aperçu que beaucoup d'espèces de plantes produisaient des quantités de pollen beaucoup plus importantes quand on avait une quantité de CO2 qui était augmentée. Donc là, c'est une interaction chimie de l'atmosphère et comportement des espèces. Exactement. Et on peut avoir ces phénomènes qu'on appelle un pollen apocalypse, où une grande quantité de pollen vont être produites et générer bien sûr potentiellement des allergies. Oui, c'est pas, effectivement, il y a des gens qui en souffrent de manière importante. Et c'est d'autant plus marqué que, en plus d'avoir une quantité de pollen plus importante, on a certaines espèces, comme par exemple l'ambroisie, qui est une espèce invasive qui génère beaucoup d'allergies en France, en Europe, vont avoir une quantité d'éléments allergènes dans leur pollen qui va augmenter avec l'augmentation des CO2. Donc on a à la fois une augmentation de la quantité de pollen, mais également une augmentation du pouvoir allergène. Potentiel. Exactement. Ok.
Ah oui, donc pas cool pour, enfin, pour ceux qui sont sensibles, mais ils sont nombreux quand même. Et de plus en plus. Ouais, Non. et de plus en Ouais. plus. Ok. Et enfin, dernière chose, tu veux encore nous parler des évolutions physiologiques qui sont... Oui, et comment cela peut affecter des populations, et même des espèces hein, à terme. Alors, un exemple parmi d'autres que j'ai pris, c'est l'exemple de cette tortue de mer, la tortue verte, dont il y a des populations un petit peu partout dans le monde. Et il faut savoir que chez les tortues, la température des bébés va dépendre de... pardon, pas la température, le sexe des bébés va dépendre de la température d'incubation. Et en règle générale, il y a une température pivot qui fait que quand on est au-delà, les bébés seront des femelles et en dessous, ce seront des mâles. Et donc une étude qui a été réalisée en Australie sur une colonie, une des plus grosses colonies au monde, qui compte 200 000 individus. Donc laisse-moi deviner, vu que ça s'est réchauffé, il va y avoir plus de femelles, c'est ça? Tout à fait. Ok. Alors le problème, c'est que c'est pas même pas plus de femelles, c'est qu'il n'y a que des femelles dans cette colonie-là. C'est-à-dire qu'on est passé à 99,8% de femelles produites. Voilà. Donc les populations qui à terme ne sont plus viables, Qui sont plus viables. parce qu'il n'y aura pas de mâles. N'empêche qu'on a des évolutions potentielles. Hein. Il faut savoir que cette température pivot, elle varie d'une population à l'autre, donc elle est adaptée en règle générale au régime climatique de vie. Donc certaines probablement que c'est sont plus adaptées et vont dominer et s'en sortir. Ok. Très probablement. Et par contre, il y en a dont ça booste en fait hein, la reproduction, c'est ça le changement Exactement. climatique. Et c'est pas toujours à notre avantage. Ce qu'on observe très souvent, c'est que chez les espèces ectothermes qui vont avoir plusieurs événements de reproduction par an, qui peuvent générer... Ectothermes, rappelle-nous, c'était ceux qui... dont la température interne varie avec la température externe. Okay. Justement, ils ne sont pas capables de la réguler. Il y a quelques contre-exemples, mais de façon générale, ils ne la régulent pas. Et ce qu'on observe chez ces organismes-là, qu'ils soient plantes ou animaux, c'est que quand ils sont capables de faire plusieurs générations par an, plus la température augmente, plus ils vont faire de générations par an, parce que leur physiologie est boostée, entre guillemets. Ils sont plus chauds et... Il fait plus chaud. Alors, c'est plus en fait la vitesse de développement qui va faire que il faut moins longtemps pour produire un individu, donc moins il faut de temps, plus on est capable de produire de générations par an. Okay. Et donc ça peut être une bonne nouvelle pour certaines espèces, mais pour les espèces qui nous causent des dégâts, notamment les ravageurs de culture, là ça peut être problématique. Okay. Là je vous ai mis un exemple avec un insecte qui va s'attaquer aux graines de café, voilà, pour prendre un exemple aussi dans les régions tropicales, où vous avez représenté en fait le nombre de générations qui pourraient être produites enfin le nombre de générations actuellement et le nombre de générations d'ici à 2050. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est que dans certaines régions du Kenya ou de l'Éthiopie, on pouvait avoir 14 à 18 générations, ce qui était déjà beaucoup, et bien on va monter jusqu'à 22 générations par an. On a à la fois des gens qui paieront plus cher leur café, mais surtout des gens qui vivent de la culture du café, hein, qui pourraient en pâtir aussi, au-delà de la biodiversité. On a du coup des exemples d'individus qui se développent plus vite et qui deviennent fertiles plus vite et qui se reproduisent avec une périodicité plus courte, hein, donc plus rapide. Est-ce que ça signifie aussi que ces individus, finalement, ils ont besoin davantage pour vivre? Oui, tout à fait. En fait, il y a un lien direct entre la température et les besoins métaboliques d'une espèce. Plus la température augmente, jusqu'à un certain seuil, hein, bien évidemment, il y a une température au-delà de laquelle toute la physiologie s'effondre, mais dans une certaine gamme, plus il fait chaud, plus un individu va devoir consommer, va devoir se nourrir. Et ça, c'est surtout vrai, bien sûr, pour les ectothermes, puisque nous, on a une température qu'on est capable de réguler. C'est pas le cas d'eux, donc plus il fait chaud à l'extérieur, plus leur métabolisme augmente, plus ils ont besoin de manger. C'est ce qui est représenté ici chez un papillon. Là, c'est son taux de consommation, son taux de nourrissage. Eh bien, il augmente quasi linéairement avec la température. Donc là, il ne faut pas raisonner avec une fausse intuition je dirais, humaine, qui consisterait à penser qu'on a des besoins d'alimentation qui augmentent avec le froid, en fait. Hein. Non, pour certaines espèces, c'est l'inverse. Pour les ectothermes, c'est très souvent, c'est la généralité. Donc, voilà. Et donc, du coup, si la nourriture ne suit pas, du coup, ils peuvent se retrouver avec des risques de fragilisation, exactement, de vulnérabilité. Mais aussi pour les espèces ravageuses en milieu agricole, eh bien, ça veut dire qu'elles vont causer plus de dégâts parce qu'elles auront besoin de plus manger. Ok, d'accord. Et là, tu nous montres un parasite de la pomme, c'est ça? Exactement, donc c'est ce qu'on appelle le carpocaps des pommes. Donc c'est un ravageur de la pomme dont la larve, la chenille, hein, va grignoter en fait les pommes et causer des dégâts. Et donc dans mon laboratoire, on s'intéresse à l'effet de la température, justement du réchauffement climatique, sur les différentes méthodes qu'on utilise pour gérer, pour réguler ce ravageur-là. Parmi les méthodes les plus courantes, c'est bien évidemment le recours à des insecticides.
Et ce qu'on s'est aperçu, c'est ce qui est représenté ici, que pour 2 des 3 insecticides qui sont communément utilisés, quand la température augmente, la toxicité des produits diminue, donc les carpocaps deviennent moins sensibles aux pesticides et peuvent mieux survivre. Donc les pesticides deviennent moins efficaces. Moins efficaces. Et il faudrait potentiellement en mettre plus. Ou trouver des solutions alternatives. Des alternatives, exactement. D'accord, ok. Oui, donc les pratiques culturales même peuvent être impactées du coup par le changement climatique via les perturbations des comportements des différentes espèces. Exactement. Et alors là, c'est en fait justement ce carpocaps, il y a quand même des insectes qui sont capables en partie de le réguler dans les vergers. Alors soit des espèces qui sont naturellement présentes, soit des espèces qu'on peut introduire volontairement. C'est le cas par exemple de cet insecte qui s'appelle Mastrus ridens, dont la femelle en fait va pondre ses œufs à l'intérieur du corps du carpocaps. Et le carpocaps va finir par mourir. Et on a fait le même travail. En fait, ce qu'on s'est aperçu, c'est que c'était l'effet inverse. Quand la température augmente, les parasitoïdes sont plus sensibles aux pesticides. Donc c'est-à-dire que quand la température augmente, les carpocaps sont moins sensibles aux pesticides et les ennemis naturels du carpocaps, eux, deviennent plus sensibles. Donc les deux effets s'additionnent. Exactement. Malheureusement pour le producteur de pommes. Tout à fait, exactement. Et pour les gens qui ensuite mangent des pommes avec plus de pesticides. Ok. En effet. Ok. Donc il y a les effets du changement climatique, y compris sur les pratiques agricoles qui sont liées au changement physiologique des espèces. Donc on a vu que parfois c'était pas une bonne idée d'aller chercher les comportements avec notre intuition d'humain, mais nous on voit bien que ce réchauffement il a aussi un impact sur nos comportements. Est-ce que c'est le cas aussi pour des animaux ou des insectes ? Oui, tout à fait. Alors si on reste sur l'exemple d'espèces qui vivent dans nos milieux agricoles, ici une étude que j'avais réalisée sur un puceron qui s'attaque aux pommes de terre. Et il faut savoir que les pucerons, on a l'impression de petits insectes qui vont se laisser faire, qui vont pas se défendre, mais ils sont capables de se défendre quand ils sont attaqués. Et notamment, cette espèce, elle va donner en fait des coups de pied quand elle se fait attaquer par une coccinelle ou par un parasitoïde. Et donc, j'ai regardé comment la température affectait la fréquence de coups de pied par le puceron. Et ce qu'on observe, c'est que quand il fait plus chaud, on a davantage de pucerons qui vont donner des coups de pied et se défendre, ce qui fait que la régulation de ces ravageurs-là va être moins bonne, tout simplement par un changement dans le comportement de défense du puceron. Je me marre parce que je t'imagine compter les coups de pied. Ouais, ça a été long et fastidieux. Un spécialiste du comptage, t'as des caméras qui comptent avec de Alors là, c'est des pucerons qui sont assez gros, donc ça peut se faire à On le voit. Ah, d'accord, on les voit donner les coups de pied. Pour cela, oui. Ok, d'accord. Ils donnent 70 coups de pied par quoi? Par combien de temps? Alors ça, non, ça c'était le nombre de pucerons qui réagissaient en donnant des coups de pied. D'accord. Donc alors, il fait plus chaud, ils donnent plus de coups de pied, du coup, ils sont moins attaqués par les insectes qui les régulent, et résultat, ou par les coccinelles. Et donc, ils causent plus de dégâts potentiels. Et donc, ils causent plus de dégâts potentiels, donc encore un effet qui n'est pas génial. Ok, d'accord. Et donc, tu le disais très bien, le comportement des êtres humains également est directement affecté. Il y a énormément d'études, plusieurs centaines qui sont sorties justement sur le lien entre changement climatique et santé mentale des êtres humains, que ce soit chez les jeunes, chez les adultes. Et ce qu'on observe, c'est que, alors, il y a bien évidemment l'éco-anxiété à laquelle on pense, nous, dans nos latitudes privilégiées, j'ai envie de dire, actuellement, mais il faut imaginer que il y a des régions du monde où les gens sont directement touchés par des cyclones, par des inondations de plus en plus fréquentes, et où là, effectivement, c'est vraiment des problèmes qui sont en train de devenir des problèmes de santé publique. Alors, les personnes qui sont directement touchées sont affectées, mais ça peut avoir même des conséquences sur les générations suivantes. Je vous ai mis ici l'exemple d'une étude qui a été réalisée en Australie, où ils ont en fait regardé chez des enfants quel était leur score à des tests d'intelligence entre guillemets, donc on y met ce qu'on veut derrière évidemment, mais ils ont regardé ça donc chez des enfants qui étaient issus de mères qui avaient connu un stress climatique durant la grossesse ou non, et des stress à des intensités variables. Et ce qu'on observe, c'est que plus la maman a été soumise à un stress climatique intense, eh bien moins les enfants vont performer à ces tests d'intelligence-là. Donc il y a vraiment des conséquences directes qui vont se faire depuis les parents aux enfants qui, eux, n'ont pas forcément connu de stress climatique, mais tout simplement par ce biais-là, on peut avoir des enfants qui sont affectés. Alors ça peut être par de la transmission, du coup, qui est moins bonne. Ok, donc il y a un effet environnemental, en fait, de la transmission du savoir, de la capacité à raisonner, enfin des capacités cognitives. Exactement.
Waouh, effectivement, du coup, ça fait une palette d'effets qui est extrêmement large. Je crois que c'est probablement ça que je vais, en tout cas moi, retenir de ce que tu nous as raconté ici, parce que tu as attiré mon attention sur des tas de choses que j'ignorais complètement. Mmh. C'est le fait que le changement climatique perturbe des écosystèmes dont l'équilibre est en fait parfois assez fragile, Mmh. avec des effets en cascade ou assez inattendus. Ça c'est la première chose. Et puis, je ne sais pas ce que tu en penses. Moi, je crains un peu que finalement le changement climatique se comporte comme une espèce de rouleau compresseur vis-à-vis de la biodiversité. Mmh. hein, euh, Avec, en étant capable d'affecter, y compris jusqu'au biome, à la plus grande échelle. Je ne suis pas sûr que pour tout le monde, le lien changement climatique biodive soit bien, Ouais. bien effectué. Je pense que malheureusement, les effets sont lourds. Oui, tout à fait. Alors c'est vrai que du fait que on se focalise beaucoup sur la disparition des habitats qui est actuellement la première cause, hein, on se focalise beaucoup là-dessus. Mais si on se projette un petit peu dans le futur, alors il y aura toujours cette destruction des habitats qui ne fait que s'emballer, hein, faut être lucide là-dessus. Mais il y a ce réchauffement climatique qui est en cours, hein, qui arrive. Mm. Mais on le voit très bien sur les récifs coralliens, par exemple, pour qui la situation elle est vraiment très très compliquée. Oui, les récifs coralliens, c'est vraiment l'exemple type Ah oui, d'un biome qui risque une extinction, même si on mène de la ouais, conservation, tout à fait. etc. Oui. Alors bien entendu, ça ne veut pas du tout dire qu'il ne faut rien faire pour limiter la surexploitation, le changement Ouais, des habitats ou la pollution. C'est vraiment des causes majeures du recul de la biodiversité. Mais voilà, il faut qu'on limite au maximum ce réchauffement climatique. Je crois tout à fait. on est d'accord là-dessus. Toi, en tant qu'écologue, je suppose que tu es sur la même ligne que Bien moi. sûr, ouais. Bon, écoute, je te remercie beaucoup. On a vu Avec donc plaisir. ces notions d'écosystèmes qui pouvaient basculer aussi avec des seuils, Mm, où ils se retrouvent dans des états très différents. Donc tout à fait. cette notion de point de bascule, elle est très bien illustrée par certains mécanismes qui concernent la biodiversité. Ok, merci beaucoup Geoffrey.